J'arrive pas à cliquer sur le bouton. Ah, c'est bon. Donc là, on découvre. Ça y est, ça marche. Bonjour Marie. Bonjour Nolwenn. Alors, je vois que les gens sont en train de se connecter. Très bien. Bonjour Audrey, bonjour Charline, bonjour Éolidé, Eric, Françoise, Isabelle. Ah, je reconnais plein de noms. Bonjour Laurence. Je ferai une petite dédicace à Laurence pour la remercier. Oui. Bonjour Philomena. Super, bah, au final, les gens commencent à bien rentrer dans la salle. Alors, pour rappel, pour ceux qui sont là pour la première fois, il y a un petit bouton en bas de la fenêtre de la petite vidéo converser. Et là, vous pouvez poser vos questions et nous, on répondra comme ça à la fin. Enfin, moi, je les poserai du coup à Marie à la fin du webinaire. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser le maximum de questions possibles. Bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour Laurence. Alors, je suis ravie, Marie aussi, on a vraiment discuté, on avait hâte de ce webinaire, de se retrouver une nouvelle fois. On espère que ça va aller mieux là, ces prochains jours, qu'on en saura plus tard. Mais en attendant, on est là pour passer un bon moment, Oui. parler de choses positives, se motiver pour reprendre la reprise comme il faut. Et du coup, j'ai la chance d'être avec Marie aujourd'hui, donc Marie-Charles, qui est psychopraticienne, formatrice et superviseure. Et on va parler justement de cet outil, la supervision au service du bien-être des praticiens. Oui. Donc, je vais te laisser peut-être, Marie, te présenter. Oui, volontiers. Écoute, tu as déjà dit beaucoup de choses. Donc, je suis effectivement alors on dit psychopraticienne aujourd'hui, psychothérapeute, c'est toujours très compliqué ces sujets-là. C'est vrai. Je travaille avec des outils depuis des années maintenant qui sont entre autres la Gestalt et l'analyse transactionnelle. Par ailleurs, je fais de la sophrologie, je fais de la relaxation, je fais du Reiki. Voilà, j'ai une palette un peu complète qui permet de travailler et avec la tête et sur les émotions et sur le corps. Et puis, effectivement, je suis formatrice, alors avec des individuels ou avec dans des institutions. Sur le deuil, beaucoup. Donc, en ce moment, avec ce qu'on traverse, les renoncements, les deuils, tous ces sujets-là, l'acceptation sont des sujets qui sont très à la mode et très nécessaires pour tout le monde. Et puis, je suis superviseur, effectivement, de la pratique de professionnels. Super. Voilà, et sinon, j'ai 67 ans et j'interviens sur Meudon. Mon cabinet est à Meudon. Génial. Bon, je fais une petite dédicace quand même à Laurence Reyes, qui est donc praticienne du réseau Médoucine, qui nous a mis en contact, qui m'a donné ton contact. Donc, merci beaucoup, Laurence, pour cette introduction. Je suis ravie de pouvoir partager un moment avec toi, Marie. Du coup, on va faire des questions-réponses. Donc, je vais te poser des questions par rapport justement à la supervision. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions vous aussi s'il y a des choses qui vous interpellent et on les reprendra à la fin. Un petit mot pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Médoucine, moi je suis Nolwenn, je travaille chez Médoucine. Médoucine, c'est un réseau de praticiens spécialisés en médecine douce et notre objectif, c'est d'aider le grand public à trouver un praticien de confiance pour justement aller mieux et prendre soin de sa santé au naturel. Voilà. On va commencer. Déjà, on va peut-être expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème. Je te laisse du coup présenter. Volontiers. Écoute, effectivement, on en a parlé toutes les deux un petit moment. On a travaillé sur comment intituler cette intervention. Et en fait, moi, je me suis dit que nous avions tous un métier passionnant, un métier qui a du sens, un métier qui nous porte et qui a vraiment beaucoup de sens dans nos vies. Et en même temps, ce sont des métiers dans lesquels on est très seul. Alors, on n'est pas seul physiquement, on rencontre énormément de gens, mais dans chaque séance, dans chaque moment d'accompagnement,
nous sommes seuls en face de notre client, nous sommes seuls à décider de ce que nous disons, ce que nous ne disons pas, ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas. Est-ce que c'est au service du client? Est-ce que c'est au service de moi, avec mes émotions, avec ce que je ressens? Nous sommes parfois confrontés à de l'impuissance, c'est-à-dire l'impossibilité à obtenir que les choses évoluent, que le parcours se fasse. Et puis surtout, nous sommes en général confrontés à tous nos questionnements sur suis-je efficace, suis-je à ma bonne place, suis-je légitime, est-ce que je m'y prends bien, est-ce que je devrais faire autrement? Voilà, toutes ces questions, tous ces doutes qui en fait nous habitent en permanence et on a peu d'endroits pour être écouté soi-même, pour être accompagné et surtout pour être aidé à trouver les réponses à ces questions-là. En fait, la supervision sert à ça. Et justement, comment on fait alors moi, je ne suis pas thérapeute, mais quand on est thérapeute, comment on fait pour se ressourcer, prendre soin de soi alors qu'on a beaucoup de responsabilités et, ouais, comment on fait pour prendre soin de soi? C'est une bonne question, Nolwenn. On fait ça, ça va dépendre de chacun en fait. Ça va être important de trouver du temps pour soi déjà, de ne pas ne faire que remplir nos agendas parce que ce sont des métiers qui sont lourds, effectivement, comme tu viens de le dire. Ce sont des métiers qui exigent que de temps en temps, on se pose pour déjà être à l'écoute de ce que nous ressentons et essayer de comprendre les endroits où, si les émotions sont trop fortes, elles viennent d'où et à quoi servent-elles. Et puis, nous devons, et c'est très important, développer à côté notre vie personnelle, nos amitiés, nos relations, les espaces de partage, les espaces d'apprentissage. Continuer à travailler sur nous parce que ça, c'est quand même la clé pour éviter de mélanger avec l'histoire de nos clients. Et puis, de temps en temps, regarder une série pas compliquée parce que ça permet de lâcher un peu le contrôle et de se détendre un peu. Et ça, on en a besoin aussi. Et c'est là où la supervision peut aussi être un espace d'écoute, de soutien absolument nécessaire pour se ressourcer. Complètement. Et comment ça marche du coup, donc la supervision? Quel est le processus? Comment ça fonctionne? Alors, en fait, ça va dépendre du superviseur, ça va dépendre de ce qui est proposé, ça va dépendre du besoin du client. Ce sont des séances, alors on appelle ça des séances, c'est un peu comme des séances de thérapie, hein, d'une certaine façon. 1 heure généralement pendant un mois, chaque mois, pardon, 1 heure pendant un mois, ça va faire un peu beaucoup. 1 heure chaque mois pour déjà déposer les doutes, les questions, les impuissances, les états d'être, je dirais, et avoir quelqu'un qui vous écoute avec bienveillance, avec compréhension et qui va vous aider à alléger le fardeau s'il y a fardeau ou à comprendre ce qui fait que ce fardeau devient trop lourd et qu'au bout d'un moment, en fait, on n'y arrive plus. C'est un temps pendant lequel on va analyser les difficultés que vous rencontrez dans les accompagnements avec vos clients. C'est un temps où on va essayer d'améliorer les différents types de regards que l'on peut poser sur les accompagnements que vous avez. On peut apprendre aussi des choses puisque alors moi j'appelle ça des supervisés pour qu'on ne se trompe pas entre nos clients de thérapie et les supervisés. Les supervisés et le superviseur peuvent confronter leur savoir, leurs connaissances, leurs apprentissages, leurs expériences pour justement trouver des ajustements qui vont être au service des clients et aussi du thérapeute, de façon à ce qu'il ressorte en principe de la séance avec des outils qui vont lui être utiles pour après. Voilà, donc c'est une forme de travail thérapeutique, mais axée sur le professionnel. Et qu'est-ce que, en général, quand tu as des clients qui viennent te voir, les supervisés, du coup, qu'est-ce que toi, tu recommandes, enfin les fondamentaux en tout cas, quels sont tes conseils?
Alors, les conseils, ça c'est très compliqué parce que je ne donne pas beaucoup de conseils en fait. Mais en fait, les fondamentaux sont surtout d'être à l'écoute de soi. Ma façon de travailler en supervision, il y a différents types de supervision. La mienne est axée sur le thérapeute. Mon objectif, c'est que le thérapeute puisse trouver un espace qui lui convienne pour chercher soit du savoir, soit du savoir-faire, soit du savoir-être, pour être écouté, pour être accompagné, pour être soutenu, pour être validé et valorisé dans ce qu'il fait et dans ce qu'il est. Ce qui ne veut pas dire, pour autant, je ne fais pas beaucoup d'angélisme, ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi le savent, ce qui ne veut pas dire que je sois d'accord tout le temps avec tout. Mais ce n'est pas le sujet, en fait, d'être d'accord ou pas. Le sujet, c'est comment je vais, par mes interventions, proposer à mes supervisés des pistes nouvelles, des questionnements nouveaux qui vont leur permettre de trouver leurs propres réponses dans leur pratique professionnelle. Voilà. D'accord. Oui, après, et puis chacun arrive avec ses problèmes qui sont différents, donc on s'adapte aux praticiens, c'est sûr. Et là, comment ça se passe donc, par rapport à la situation aujourd'hui où on se retrouve confiné et il y a plein de praticiens, enfin nous on voit chez Médocine, il y en a plein qui se sont mis à faire des consultations en ligne, qui ont complètement changé leur manière de travailler. Et il y en a plein, comme on le disait, qui ont des pratiques qui sont malheureusement pas possibles à distance. Ouais. Mais pour ceux qui font des consultations en ligne, comment justement poser le cadre? Comment faire en sorte d'engager le client comme une vraie consultation? On est en train d'apprendre tous, je crois, sur cette nouvelle façon de travailler. Certains avaient déjà développé cette façon de faire. Aujourd'hui, on est en train de définir de nouveaux cadres, on est en train d'expérimenter de nouvelles façons de faire. Alors, ce que je constate, parce que je fais partie de ceux qui sont en train d'apprendre, donc c'est assez passionnant en fait. Ce que je constate, c'est que le travail par écran, en tout cas dans des techniques d'écoute et d'accompagnement, je parlerai après d'autres approches qui sont pour lesquelles c'est un peu plus problématique. Je constate qu'en fait, l'écran, bien souvent, permet d'aller plus vite, plus loin, plus fort. Et que, de façon très étonnante pour moi, la première, mes clients, que ce soit supervisés ou clients de thérapie, en fait, avec cette protection qu'est l'écran, se dévoilent la plupart du temps beaucoup plus vite et tergiversent un peu moins pour aller au cœur de leur sujet du jour. Alors, avantage, inconvénient, parce que je trouve que c'est important d'y penser. Avantage, on va plus vite. OK. Avantage, on va direct au cœur. Oui. Et c'est très bon pour tout le monde. Inconvénient, parfois on y va trop vite. Ouais. Et que cette espèce de croyance que l'écran est une protection, qui n'est pas qu'une croyance, en fait, va mettre aussi, après la séance, énormément de solitude pour le client. Et que lorsque le client a dévoilé des choses très intimes, très profondes, des traumatismes, je pense à une expérience que j'ai eue cette semaine d'une cliente qui m'a dévoilé des choses qui ont à voir avec son intimité d'enfant. En fait, derrière, la personne se retrouve seule. Elle se retrouve avec l'espèce de froideur qu'il y a derrière l'écran, même si l'engagement du thérapeute est vraiment très qualitative. Il n'empêche que dans une séance en face à face, le regard, le toucher, le sourire, la qualité de présence, l'énergie de présence vont être au service de la réassurance de ce qu'il se passe. Ce qui n'est pas vrai derrière un écran. Donc, c'est à manier avec beaucoup de prudence. Ce que l'on sait, c'est que lorsque le dévoilement se fait trop vite, le risque derrière, c'est que le client ne supporte pas ce qu'il a regardé trop rapidement et que du coup, il soit en souffrance, voire qu'il soit dans la honte, qu'il soit dans le doute de ce qu'il a dit et que la tendance soit de couper la relation.
Donc là, c'est à manier avec beaucoup d'attention, beaucoup de prudence. Euh, voilà. Et puis, la seule chose qu'on puisse faire, c'est voilà, la qualité de contact que l'on a de regard à regard, en sachant que derrière l'écran, les regards ne se regardent pas vraiment, ils regardent un peu en décalé, et que l'énergie n'est pas la même. On peut, bien sûr, on peut être très présent et en même temps, c'est pas tout à fait pareil. Et est-ce que tu aurais des Voilà. conseils pour se mettre en condition justement avant ce type de consultation? Parce que de toute façon, on le sait, hein, il faut enfin, peut-être mettre de la musique ou danser, enfin, Oui. je ne sais pas, chacun a ses méthodes. Moi, je danse. Mais Ouais. voilà, peut-être il y a des conseils que toi, tu pourrais donner pour justement se mettre en condition juste avant une consultation. Écoute, moi, je crois que en fait, les conseils là-dessus, c'est effectivement ceux que tu nommes, c'est-à-dire garder nos méthodologies aux uns et aux autres pour avant et pour après d'ailleurs la séance. Hein. Comment je me prépare, comment je me mets en condition, comment je me centre. Donc effectivement, certains vont danser, certains vont chanter, d'autres au contraire vont méditer, Mm. d'autres vont regarder la nature ou aller respirer une fleur. Peu importe la méthodologie, ce qui est important, ça va être d'amener à la conscience, je dirais comme ça, d'amener à ma conscience où je suis, avec qui est-ce que je vais rencontrer et dans quelles conditions je vais rencontrer cette personne. En sachant que j'ai à me souvenir que cette rencontre se fait derrière un écran, Ouais. qu'il s'est passé des choses dans l'environnement de la personne à quoi je n'ai pas accès, et qu'il s'est passé des choses dans le mien également. Et donc, à être au plus clair possible entre ma tête, ce qu'il se passe dans ma tête, mes pensées, mes ruminations, mes inquiétudes. En ce moment, on est beaucoup là-dedans. Qu'est-ce que tout à l'heure, il va être dit à la télévision par notre Premier ministre et voilà, ça va conditionner la suite pour nous, etc. Toutes mes émotions, comment je suis là en arrivant et comment est mon corps dans le confort, trouver comment être dans le confort pour ce temps de travail avec la personne qui va être là et pour être totalement disponible à elle. C'est vraiment en fait la conscience des choses qui est Mm. importante. Ouais, et ça, c'est vrai que, enfin, j'en ai parlé avec pas mal de praticiens et justement, il y en a plein qui rentrent dans la consultation sans avoir pris même une minute avant Ouais, à se mettre dehors voilà, ou écrire justement. Il y en a plein qui écrivent aussi. tout à fait, Bon, ben voilà, enfin, qui visualisent, qui se mettent en condition, comme tout tu à fait, disais, avec qui je vais me retrouver, quelle problématique à la base. tout à fait. Parce que c'est là où c'est compliqué aussi, c'est quand c'est une première consultation Ah ouais, et quand c'est une consultation de suivi, ouais, c'est un peu différent parce que du coup, on connaît déjà la personne. tout à fait. Bah, dans la première consultation, ça me fait penser à une question qu'on avait évoquée toutes les deux ensemble sur alors comment, je ne sais plus comment tu me l'avais formulé, sur comment je me vends, entre guillemets, comment je Ouais. fais pour Oui, pour accrocher. voilà, accrocher le client et faire en sorte que la personne s'implique et s'engage dans le Ouais, projet. Ce qui est un grand sujet, bien effectivement. sûr. C'est déjà pas simple quand on est en face à face. Un écran, c'est encore plus compliqué. En même temps, je crois que c'est, oui, d'une certaine façon, un acte de vente. Je mets des grands guillemets volontairement. Parce qu'en fait, ce que je vends, ce n'est pas moi. Ce que je vais vendre, c'est ma qualité professionnelle, c'est ma capacité à écouter la problématique du client, ma capacité à rebondir sur ce que cette personne va me dire. Et en même temps, encore faut-il que la personne parle et soit en capacité de dire des choses. Un premier entretien, c'est très compliqué. Je vais vendre mes compétences. Encore faut-il que je sois sûre de mes compétences ou à peu près sûre de mes compétences. Cet écran complique un peu les choses. Parce qu'effectivement, l'énergie vitale que je peux dégager en face à face n'y est pas. Je peux la mettre dans ma voix, Mm. je peux la mettre dans mon sourire, je peux la mettre dans mes mouvements de main, je peux la mettre dans ma force de conviction, comme je suis en train de le faire là. Et en même temps, c'est la même chose. Le client me regarde sans me regarder. Il me voit sans me voir tout à fait. Et c'est plus difficile pour moi
de pouvoir observer le non-verbal, qui est une partie importante de nos entretiens. Le non-verbal, c'est quand même 80% de la communication. Donc, c'est beaucoup. Comment la personne me regarde, comment sa peau change de couleur, les mouvements des mains, les mouvements des pieds, la gestuelle corporelle, etc. Tout ça, je n'ai accès que à son visage et il n'a accès que à mon visage. Donc, ça complique les choses et en même temps, ça se fait. Il faut avoir confiance. Enfin, voilà, moi, je crois qu'il faut que nous fassions confiance profondément à cette nouvelle façon de travailler. Et on va s'ajuster et ça va fonctionner. Vraiment. Ouais, non, c'est tout à fait vrai. Et tu avais listé aussi les outils utiles pour les thérapeutes pour justement réussir à retrouver un peu un équilibre personnel parce que une fois qu'on a fait la consultation, en fait, c'est terminé la consultation est terminée, mais nous, on a reçu énormément d'émotions et d'énergie. Donc, comment on fait en fait pour se détacher de ça? Alors, se détacher et en tout cas pour trier et puisqu'on est en vidéo, on va continuer avec l'image de l'ordinateur pour fermer le dossier et le ranger. En fait. Ouais. Parce qu'en fait, ça peut être ça l'idée. Hein, c'est comment je vais prendre un temps. On retrouve ce qu'on a dit pour le avant la séance. Il est fondamental de garder un temps seul, au même endroit, sans repartir, s'occuper des enfants, du dîner, des copains. En ce moment, on n'en a pas beaucoup à la maison, mais voilà, la dernière émission, ou sans filer, voir ce que dit notre Premier ministre tout de suite. Mais bien prendre le temps de noter des choses, noter les pistes importantes que l'on a entendues pendant la séance, d'essayer de faire des liens, parce que dans la séance, on n'a pas toujours la capacité de faire des liens entre tout ce qui est dit maintenant et ce qui a été dit précédemment. Donc, c'est le moment d'analyser la séance et c'est surtout le moment de recommencer ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai ressenti, à quel moment j'ai ressenti ça ou ça et en quoi ça a du sens par rapport à notre travail. Où est-ce que j'en suis de mes ressentis, de mes émotions, de mes pensées? Et d'arriver à faire ça, ce qui est souvent très compliqué, sans se juger. L'objectif, là, n'est pas de se juger, c'est simplement d'observer ce que j'ai mis en œuvre pendant cette séance et en quoi ça a eu un impact ou pas dans la relation thérapeutique. Parce que, en fait, des choses qu'on rate, il y en a plein. Et c'est normal. Il y a énormément de choses qui se passent dans une séance. Je ne peux pas être partout, je ne peux pas tout comprendre, je ne peux pas tout faire. Ce n'est pas possible. La seule chose importante, c'est d'aller identifier ce qui provoque quoi et ce que je vais en faire pour les fois suivantes. Je vais prendre un exemple très concret. Si au cours d'une séance, tout à coup, je sens monter la colère, sans que, bien évidemment, je m'autorise à la faire sortir trop fort. Mais en même temps, elle est là et je ne comprends pas pourquoi tout à coup cette colère est là. C'est dans le post, ce qu'on appelle nous le post-contact, que je vais essayer d'identifier dans ce que le client a amené, il y a eu une résonance qui a provoqué chez moi une réaction. Ça peut être un conflit de valeurs, ça peut être son histoire qui vient résonner avec la mienne et que tout à coup quelque chose se met à vibrer entre nous. Ça peut être que je me suis sentie jugée, ça peut être que quand même il exagère d'avoir dit un truc pareil parce qu'il s'autorise des choses que moi je ne m'autorise pas dans la vie. Ça peut être plein de choses. En fait, la seule chose importante, c'est de le noter. Et si ça m'encombre trop, c'est là qu'intervient la supervision. D'accord. Et du coup, pratiquement, en fait, une séance de supervision, donc tu as expliqué un petit peu comment c'était, qu'il y avait différents types, mais à quoi s'attendre? Donc, tu arrives, en fait, tu racontes juste ce que tu ressens. C'est un peu comme si j'allais voir un thérapeute. C'est un peu le même style. Alors,
Oui et non, en fait. Oui et non, et ça va dépendre du sujet. Effectivement, en fait, quand tu vas voir un thérapeute, tu viens avec ce que tu es, avec les choses qui t'encombrent, et avec, suivant la technique, les rêves, les pensées. Si on est en psychanalyse, on va beaucoup travailler sur la symbolique. Si on est en gestalt, on va beaucoup travailler dans l'ici et maintenant, sur ce que tu ressens quand tu arrives ici et maintenant. Et puis, c'est là-dessus que tu vas travailler. En supervision, je vais demander à mon supervisé de penser sa séance à l'avance. En général, pour un client, je le fais aussi, mais ça dépend où on en est dans la séance, dans le travail thérapeutique. Donc, en fait, des gens vont arriver, des supervisés vont arriver avec un cas. J'ai une difficulté avec tel client, voilà son histoire, voilà sa problématique, et je ne trouve pas de piste, ça je ne comprends pas, j'arrive pas à trouver comment le faire bouger, je ne sais pas quoi lui répondre, qu'est-ce que je pourrais bien faire, au secours, au secours, au secours. Et on va chercher ensemble. D'abord, moi, je vais essayer d'entendre l'histoire du client en question, et surtout, je vais m'intéresser à ce qui fait que le thérapeute est coincé dans cet accompagnement, en quoi ça peut faire écho à son histoire, en quoi peut-être il lui manque des outils, en quoi il a du mal peut-être à être bienveillant et accueillant parce qu'il se passe des choses entre eux qui font que c'est compliqué. En tout cas, on va travailler sur la difficulté du thérapeute dans l'accompagnement de son client. C'est très important ça parce que, j'ai un petit rappel, nous sommes soumis à la confidentialité, y compris en séance de supervision. C'est-à-dire que les clients qui peuvent être sujets à difficultés pour leur thérapeute n'ont pas à être connus de moi. Donc, on va travailler avec des prénoms, parfois des prénoms qui ne sont pas les bons, et je ne vais pas m'intéresser profondément à l'histoire du client, je vais m'intéresser à ce qui se passe pour le thérapeute avec ce client. Et puis, il y aura des séances où tout simplement, mon client va arriver en me disant ben là, j'en peux plus, je suis épuisée. Voilà, entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, là, je suis sous l'eau et je vais m'intéresser à ce qui se passe et dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle pour dénouer, sans faire de thérapie profonde, mais juste aider mon supervisé à dénouer les choses qui l'encombrent, peut-être tout simplement à déposer les choses difficiles qu'il a dans sa vie, sans être jugé, en étant simplement accueilli, pour qu'il puisse repartir et travailler correctement avec les autres. Voilà. Alors, on a une question de Laurence, je rebondis dessus. Ce serait bien de noter la différence entre les supervisions de formation et la vraie supervision du thérapeute professionnel que propose Marie. Oui, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Dans ma supervision, dans la supervision que je propose, je travaille, je viens de le dire, sur le thérapeute et je travaille sur, entre guillemets, alors ça c'est un terme de psychanalyse, mais c'est un terme qu'on utilise quand même en psychothérapie, sur le contre-transfert. C'est-à-dire sur ce qu'il se passe pour le thérapeute dans sa relation à son client. De la même façon que nous savons dans nos métiers que nos clients transfèrent des choses sur nous. Donc, nous nous retrouvons de temps en temps à être parés du visage du père, de la mère, du frère, de la grand-mère, parfois les gentils et parfois les méchants. Et du coup, c'est dans cette relation qu'il va pouvoir se dénouer des choses. Dans la relation entre le client et son thérapeute, il y a un contre-transfert, c'est-à-dire ce que le thérapeute va ressentir et parfois mélanger de son propre parcours avec le client qui est en face de lui. Comment ça va lui rappeler de façon inconsciente des choses de sa propre vie, par exemple une relation conflictuelle avec un père, avec une mère, etc., qui va l'empêcher d'être disponible à ce qui se passe dans la relation. Donc, moi, je fais focus vraiment sur cette partie-là du travail thérapeutique. La supervision de formation est un travail d'analyse de la technique et de la pratique qui est expérimentée par
ceux qui sont formés dans le cadre professionnel et dans l'apprentissage de leur métier. Donc, c'est un petit peu différent. Moi, je ne suis pas là pour évaluer le bien fait ou mal fait. Je suis vraiment là pour accompagner le supervisé à se questionner et à trouver des pistes avec mon aide pour améliorer sa qualité professionnelle. Et ça se passe que en individuel ou tu peux faire ça en groupe aussi? Les deux existent. Toujours pareil, avantages, inconvénients. Alors, en individuel, l'avantage, c'est que c'est souple, c'est-à-dire que l'horaire, le jour s'adapte en fonction de la disponibilité du superviseur et du supervisé. Il y a une qualité relationnelle Bien sûr. voilà, qui s'installe et qui est un vrai partenariat, je dirais, entre mes supervisés, j'allais dire mes clients, parce que ce sont aussi des clients pour moi, entre mes supervisés et moi. Et puis, il y a une forme d'égalité professionnelle, en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui sait mieux, j'ai juste plus d'expérience en principe que les gens qui viennent. En groupe, l'inconvénient, c'est que le superviseur fixe une journée ou une demi-journée dans le mois. C'est à date fixe avec un engagement à l'année, donc c'est plus contraignant. L'avantage, c'est qu'il y a, comme dans le travail de groupe, la qualité des retours. Il y a tous les soutiens qui peuvent être présentés. Il y a les mélanges de savoir et de savoir-faire qui vont se mélanger. Et donc, c'est extrêmement riche. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en groupe, il y a plein de choses qui peuvent Ouais. ressortir. Euh, et si on veut devenir, donc j'ai vu les questions, on les reprendra là Oui, à parce que la fin. j'en vois qui s'affiche, mais je n'ai pas le temps de lire. Mais juste un point, si on veut, alors déjà, ce serait intéressant peut-être dans le chat, si on a certains qui sont supervisés ou qui sont peut-être superviseurs, ce serait intéressant qu'on voit un petit peu voilà, si vous vous placez. Et même si, n'hésitez pas, si vous avez des questions que vous aimeriez poser par rapport justement à là, ce que vous ressentez, parce qu'on est tous quand Oui, même… Enfin, c'est pas une période facile. Donc, n'hésitez pas aussi à les poser dans le chat. Mais on avait aussi discuté, si tu veux devenir superviseur, comment ça se passe? Parce que toi, ça fait 10 ans donc, que tu fais ça. oui, tout à fait. Il y a une formation, comment ça fonctionne? Oui, alors il y a des formations pour être superviseur. En fait, ce qu'on fait dans ces formations, c'est que l'on apprend à avoir ce regard qui est un peu différent, qui est un peu décalé par rapport au regard du thérapeute avec son client. Puisqu'on est en troisième ligne, hein, donc l'objectif, c'est d'être à la fois au service du thérapeute pour que lui soit au service de son client. Donc, on fait un peu du billard à plusieurs bandes pour donner une image. Donc, il y a des écoles pour ça. La plupart du temps, toutes les écoles qui sont un peu reconnues sur des techniques comme la Gestalt, l'analyse transactionnelle, la PNL, l'hypnose, etc., proposent des formations de superviseurs avec une orientation plus proche de l'outil qu'ils proposent et de la formation qu'ils proposent. Et puis, il y a des gens, voilà, des gens sur le marché qui sont des superviseurs à titre individuel et qui proposent des formations de ce type. Donc là, il suffit d'aller alors, vous pouvez aller sur le net tout simplement. Vous pouvez aller sur les sites professionnels comme le SNPPSY, le Syndicat national des psychothérapeutes, ou la Fédération des psychothérapeutes, FF2P. Et là, vous cherchez des gens qui sont, en précisant que vous cherchez des superviseurs, vous allez en trouver. D'accord, ok. Super, merci. Alors, je vais regarder aussi, j'avais préparé quelques questions qu'on m'avait posées. On y a quand même un peu répondu. Alors, comment ne pas avoir peur de parler de soi sans voilà, se vendre? Là, c'est mon sujet. Apparemment, c'est important pour toi. Non, parce que c'est une vraie question et que, enfin, que je trouve, c'est vrai quand on est praticien et qu'on est dans l'accompagnement, on a très vite ce côté où, bah, enfin, voilà, comment ne pas passer pour un marchand de tapis. Oui.
C'est intéressant la formulation que tu fais. Euh, euh, en fait, ça parle, pour moi, ça parle de confiance en soi, en fait. Ça parle d'estime de soi, ça parle de… Alors, ça, c'est la partie plus psychologique, individuelle, et qui donc pour moi parle du travail que nous faisons sur nous-mêmes pour de plus en plus nous sentir légitimes en fonction de l'histoire que nous avons eue. Et de toute façon, pour être dans les métiers que nous avons, on a forcément derrière une histoire un petit peu compliquée, voire très compliquée, ça dépend des histoires. Mais il y a de toute façon eu des manques, il y a de toute façon eu des choses qui nous ont blessés, qui nous ont marqués, qui font que on en arrive aujourd'hui à être dans des métiers d'aide aux autres et d'accompagnement pour leur permettre justement de réparer des blessures psychiques et émotionnelles. Donc ça, c'est la partie estime de soi. Après, il y a en fait l'expérience aussi qui aide beaucoup. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des résultats, alors entre guillemets, parce que c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais on a quand même de nos clients, heureusement, pour nous narcissiser un petit peu, qui viennent nous dire combien ils ont apprécié le travail qu'ils ont fait avec nous, combien ça a été intéressant, utile. Tout cela va me renforcer dans ma légitimité et va me renforcer dans le sens que je vais pouvoir mettre en parlant de moi. Là, j'ai une connexion instable. Je ne sais pas si c'est… Ouais, de mon côté, je te vois figé, mais je t'entends. Je ne sais pas si c'est pareil pour les participants. Alors, on t'entend, non, tout le monde t'entend. Il y a que… Ah oui, figé. Est-ce que Marie, tu nous entends? Ouais, je crois qu'il y a un petit bug technique. Alors, on va attendre une petite minute, le temps peut-être qu'elle se reconnecte. En attendant, n'hésitez pas si vous avez si vous avez des questions. Je vois Laurence, peut-être que ça va marcher, on l'appelle comme ça. Alors, excusez-nous pour ce petit problème technique qui malheureusement arrive beaucoup trop souvent en ce moment. Ah, alors, Ça y est, moi je suis ça en train… y est, ouais, ça remarche. Voilà, je suis désolée. Je ne sais pas si c'est chez moi ou ailleurs, mais en tout cas, voilà. Tout va bien. Pardon. Et donc, voilà, d'une partie, l'estime de soi et le travail sur soi. Deuxièmement, l'expérience. Troisièmement, effectivement, ça fait partie du fondement du travail de supervision pour moi, que d'avoir quelqu'un qui va très vite. Là aussi, il va se mettre une opération transférentielle. Ce superviseur va devenir, entre guillemets, un accompagnant modèle sur lequel il ne faut surtout pas modéliser, et j'espère que le superviseur ne va pas chercher ça. Il va au contraire aider à révéler la spécificité du supervisé. Mais ça va renforcer le droit à parler de soi. Et puis après, il y a à apprendre à formuler qui je suis et ce que je propose à mes clients dans mon travail de thérapeute. Mais c'est ça. Et ça s'apprend, ça s'expérimente avec des amis, en groupe, voilà, pour voir, tester, trouver les bons mots, etc. Oui, tout à fait. Alors, on va peut-être reprendre maintenant les questions qu'on a eues. Je crois qu'on a répondu à tout.
à tout ce qu'on avait en tout cas prévu. Alors, je vais reprendre les questions. Alors, comment reconnaître… Oui, Pardon? vas-y, vas-y. Alors, je prends la question là d'Aline. Comment reconnaître ou choisir un bon superviseur? Eh bien, c'est comme pour un thérapeute, on en rencontre plusieurs, on expérimente et on choisit. C'est facile à dire, je sais bien, mais en fait, c'est ça l'histoire, c'est comme pour le psychothérapeute. Ce qui va faire que le superviseur sera bon, avec des guillemets, pour vous, c'est qu'il va se passer quelque chose dans la rencontre, que ce qu'il va vous proposer comme type de travail vous convient, que vous en sortirez en vous disant j'ai appris des choses de moi et oui, c'est intéressant. Et donc, ça se cherche. Et alors, on a une question de Peggy. Que pensez-vous de l'intervision? Alors, je ne sais pas ce que c'est l'intervision. Ou la covision. C'est la même chose, je suppose. Je pense que c'est ça la question. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est… alors, si je ne me trompe pas, Peggy, vous, je ne sais pas, réagissez. On peut tutoyer ici. En tout cas, pour moi, ça parle de covision, c'est-à-dire un ensemble de jeunes professionnels, de professionnels qui se réunissent une fois de temps en temps, une fois par mois, etc., et qui travaillent ensemble sur des situations qui leur sont difficiles sans qu'il y ait de référent superviseur. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble sur un certain nombre de sujets. Elle dit c'est ça, donc je ne me suis pas trompée. Merci Peggy. C'est ça. Donc, je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est, de toute façon, c'est toujours riche. L'inconvénient, c'est que vous n'avez pas une personne qui régule, sert de médiateur, sert de lien entre les différentes interventions. Et quand on sait ce qu'il se passe dans une dynamique de groupe, donc ça, on est vraiment dans le professionnel, dans les dynamiques de groupe, il y a toujours des interactions qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins bien. Il y a des cadres qui sont respectés plus ou moins et que le cadre est fondamental en termes de reformulation, non-jugement, bienveillance, pas de passage à l'acte, etc., etc. Je pourrais en faire toute une liste. Et que là, il n'y a personne qui est garant de cela. Donc, il y a une co-responsabilité. Encore faut-il que les différents participants soient bien d'accord pour qu'il y ait une co-responsabilité partagée et qu'on puisse se dire les choses. Ouais. Sinon, on peut se faire très mal. Merci Marie. On a une autre question de Corinne. Tout thérapeute est-il légitime pour superviser? On est obligé d'être formé. Alors oui, oui, il doit être formé. Oui, il doit savoir pourquoi il demande à être, enfin, il souhaite être superviseur. Ça demande un apprentissage. C'est un peu comme la thérapie, hein, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'avant d'être thérapeute, je commence par aller l'expérimenter dans le cadre d'une formation avec des gens qui acceptent d'être, entre guillemets, mes cobayes, pour que j'apprenne un certain nombre d'outils et que j'apprenne à les utiliser. Donc, la supervision, c'est la même chose. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est intéressant cette question. Quelles sont les qualités pour devenir superviseur, en fait? Et après, ce que je dis n'est pas exhaustif, bien sûr. Je crois qu'il faut déjà en avoir envie, c'est la première chose, c'est-à-dire avoir envie de transmettre, avoir envie d'accompagner des professionnels, c'est encore autre chose que d'être avec des clients. Il faut être curieux, je pense qu'il faut être curieux, avoir envie d'apprendre, de renforcer ses connaissances et tout ça. Je pense qu'il faut avoir des capacités à savoir rebondir assez vite, de façon à ce que je puisse faire, je vais le dire en jeu, bien sûr, je fais des liens entre ce que vit le thérapeute qui est devant moi dans sa difficulté avec ses clients, mes savoirs en matière de théorie, l'utilisation de la théorie pour éclairer
le thérapeute qui est devant moi dans la compréhension de ce qui se passe. Je pense par exemple à la psychopathologie. C'est un outil pour le superviseur qui est parfois important pour, en utilisant son savoir des grands traits de personnalité, il ne s'agit pas de poser des diagnostics, les grands traits de personnalité, savoir les utiliser pour éclairer la scène et permettre au thérapeute de mieux comprendre les difficultés qu'il a avec son client. Et après, si on est curieux, bienveillant, que l'on a envie et que, voilà, et que ça fait partie de la suite d'une carrière, bienvenue, faites-le. Il y a beaucoup, vous êtes beaucoup en France à superviser? Non, pas énormément. Pas énormément. Et c'est un monde relativement petit, ce qui pose problème assez vite, puisque comment je vais dire ça? C'est compliqué, par exemple, d'aller de se faire superviser par des collègues amis. C'est la même chose que dans la thérapie. Ça ne va pas être possible, il faut une certaine distance. Je pense je souris en disant ça parce que ça me fait penser à ce que j'ai pu vivre moi. Je suis donc dans des générations dans la formation Gestalt où je connais tous les gens qui étaient dans ma génération de façon non pas intime, mais assez proche. Donc, pour pouvoir travailler efficacement, je suis allée chercher un superviseur. Ça me fait penser à une question que j'ai vu passer tout à l'heure. Oui, les superviseurs, en tout cas, c'est souhaitable. Ouais. Je suis allée chercher un superviseur qui vient en France, mais qui vient du Canada. Comme ça, je suis sûre qu'il ne connaît pas les autres et qu'il est dans une neutralité bienveillante et tolérante et qu'il va m'apporter des choses nouvelles, en fait. D'accord, ok. Et on a une question par rapport au prix. Oui. Là, par exemple, avec toi, combien coûte c'est le prix d'une séance de thérapie. Donc, enfin, avec moi, c'est 80 € l'heure. D'accord, ok. Et du coup, en groupe, donc c'est une fois par mois, c'est ça? Oui. En tout cas, la plupart du temps, c'est une fois par mois. C'est sur une journée ou sur une demi-journée, suivant, et parfois sur 2 jours. Je pense à l'école parisienne de Gestalt, par exemple, qui a les 3 formules. Donc, ça dépend du nombre de participants, ça dépend de la capacité du superviseur à aller vite ou aller un peu moins vite. Donc, ce sont des systèmes forfaitaires, là, et ça dépend des superviseurs. Et en termes de pratique, ça peut être n'importe quelle pratique. On peut être supervisé même quand on est, enfin, j'imagine qu'on soit sophrologue, réflexologue, thérapeute, ostéopathe, pardon. Pour moi, oui. Alors, après, cette réponse m'appartient. Tout le monde ne répondra peut-être pas comme ça. Pour moi, oui, dans la mesure où mon centre d'intérêt, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le supervisé, c'est l'accompagnateur, quelle que soit sa pratique. Donc, effectivement, peu importe, je dirais, la pratique qu'il utilise. En même temps, c'est passionnant parce que je vais apprendre des choses nouvelles. Donc, moi, je suis plutôt curieuse, donc je vais apprendre des choses. Et en fait, peu importe ce qu'il fait, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il est. Donc, pas de souci. Super. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Alors, Nelly, elle nous demande quelles sont les modalités d'adhésion. Alors, j'imagine pour être supervisé. C'est-à-dire, supervisé par qui? Nelly, si vous souhaitez rebondir. Oui. Alors, on a un message aussi de Peggy. J'ai réalisé de la supervision collective au sein de l'association de solidarité où j'ai aidé à travailler et mettre en lumière bonnes pratiques, difficultés institutionnelles, forces et limites et collectives, individuelles et collectives, de très bons retours et une expérience vraiment riche en tant que thérapeute. Oui, vous avez raison, Peggy, c'est excellent. Excellent retour. Effectivement, je n'en ai pas parlé et c'est très juste. Alors, très souvent en institution, on appelle ça de l'analyse de pratique plutôt que de la supervision. En fait, c'est à peu près la même chose, plus ou moins. Et c'est extrêmement riche, c'est extrêmement intéressant. Oui, les institutions en ont besoin, c'est souhaitable, quelle que soit l'institution, quel que soit le type d'accompagnement qui est fait. Je pense à
une époque où j'ai travaillé en analyse de pratique dans une association qui fait de l'accompagnement de fin de vie. Tous les bénévoles qui se retrouvent sur le terrain pour faire de l'accompagnement de fin de vie ont sans aucun doute besoin d'être accompagnés dans un groupe d'analyse de pratique pour les aider à gérer tout leur émotionnel, toutes les questions qu'ils se posent et leurs techniques pour accompagner et écouter les familles. Donc, vous avez parfaitement raison, Peggy. C'est tout à fait juste. Ouais, merci. Une autre question, alors ça, je crois qu'on y a répondu. Donc, un superviseur est-il supervisé? Oui. On peut en avoir plusieurs. Plusieurs superviseurs? Je pense que… Oui, non, c'est une bonne question, merci. Oui, non, avantages, inconvénients, c'est toujours pareil. J'aurais tendance à dire oui en fonction à condition d'avoir deux superviseurs qui répondent à des problématiques différentes. Sinon, on va se retrouver dans la même situation qu'en thérapie avec un client qui va avoir plusieurs thérapeutes. Et le grand risque, alors le premier grand risque, c'est que les thérapeutes soient en concurrence. Celui qui dit une chose, l'autre dit l'inverse, et donc c'est le bazar pour le client. Ou bien ça permet au client d'éviter de trouver son axe à lui et de se planquer derrière les différents discours des uns et des autres. Ouais. Donc, à manier avec prudence. Super. Une autre question, est-ce que la formation de superviseur est longue? Pardon. En général, c'est sur un an. La plupart du temps, c'est sur un an et c'est sur des regroupements de week-end pour permettre aux gens de continuer à travailler par ailleurs. Donc après, ça dépend des écoles, ça dépend de ce qu'ils proposent. Mais c'est généralement sur un an. Et comment est perçue la supervision en France? Est-ce que c'est encouragé? Alors, futée la question. Alors, est-ce que c'est encouragé? En tout cas, je vais répondre de deux façons. C'est exigé, c'est plus qu'encouragé, c'est exigé dans certains contextes. À partir du moment où vous vous êtes formé dans une technique reconnue, dans une école reconnue, que vous souhaitez être référencé comme professionnel en France, voire au niveau européen, par exemple avec le certificat européen de psychothérapeute, vous avez de toute façon à signer une charte de déontologie. Et dans cette charte de déontologie, vous êtes obligé d'être supervisé et vous devez chaque année démontrer avec des justificatifs que vous avez suivi une supervision annuelle. Donc ça fait partie du cadre de base pour tout professionnel sérieux. Je mets des guillemets parce que loin de moi l'idée de juger, mais en tout cas, si vous voulez être reconnu, avoir une vraie, et même par rapport à vous-même, être dans une vraie démarche professionnelle, c'est obligatoire. Et ce n'est absolument pas obligatoire pour tout le monde. Il y a énormément d'accompagnants qui ne sont pas supervisés et auxquels on ne demande strictement rien. Donc ça passe un peu entre les mailles du filet. C'est plus une question de déontologie personnelle et de déontologie professionnelle quand on veut appartenir à des syndicats, associations, fédérations, etc. Merci. Et on a une autre question par rapport à ton accompagnement. Comment ça se passe si on veut être supervisé par toi, du coup? Je pense que tu as dû… Adorable. Merci déjà. Écoutez, vous me contactez. J'enverrai de toute façon. Voilà. Je peux mettre ton mail dans le chat déjà. Voilà. Comme ça, au moins, pour toute question. Tout à fait. Pour toute question, sur sans Internet. problème. Que ce soit pour être supervisé ou que ce soit en retour sur cette conférence, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Hop, alors je mets le site Internet. Ah, ça rebug. Allô? Ah, moi je t'entends. Ah, c'est bon. Je crois que ça remarche. Ah.
Autre bug. Je ne sais pas si ça vient de moi cette fois. Bug aussi. Bon, alors, c'est chez Marie. En attendant, je vais chercher du coup son numéro et son mail que je vais vous mettre dans le chat. Ouais, c'est à nouveau figé. On va attendre 2 petites minutes pour voir si elle peut se reconnecter. Alors, je rebondis sur la question de Aline, si Marie est sur les réseaux sociaux. Il me semble, je regarde son site. Ah, merci Laurence. Ah, super. Oui, elle est sur Facebook, du coup. Merci Aline. Et du coup, Nelly, en attendant que Marie se reconnecte, oui, les supervisions, elle fait en tout cas des supervisions en visio. Du coup, surtout en plus en ce moment. C'est Laurence, bah, justement, qui est une supervisée de Marie, qui a partagé d'ailleurs dans le chat un petit témoignage. Ah, on te retrouve, Marie. On t'a en double. Ah oui? Attends. Ah, c'est bon, ça refonctionne. Voilà, c'est bon. Ah, super. Alors, je regarde donc si on a d'autres questions. J'ai répondu à Nelly qui me demandait si les supervisions se passaient en visio. Oui, oui, absolument. En ce moment, visio, sans problème. Ce que tu disais, de toute façon, toi, tu vas continuer Pour que le la moment, visio. très probablement pendant quelques semaines, voire mois, je vais continuer à travailler en visio. Mais ça se fait très bien aussi, sans problème. Mm. Alors, on a une autre question de Peggy. Est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut être supervisé par par un superviseur d'une autre approche thérapeutique que la sienne? Oui, absolument. À condition qu'ils soient d'accord. Après, c'est toujours la même chose. Mais oui, absolument. Et encore faut-il, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il soit curieux et qu'il ait envie de se centrer sur la personne et non pas sur la technique. Et à partir de là, il n'y a aucun problème. Super. Je crois qu'on a répondu à tout. Euh, Si vous avez encore des questions, alors on peut rester encore 2 petites minutes pour y répondre. Et sinon, bah, dans tous les cas, vous pouvez m'envoyer un message et si bah, je pense que je n'aurai pas la réponse, mais je te la passerai pour vous répondre. Tout à fait. Et puis j'ai mis tes contacts du coup dans le chat, donc n'hésitez Très pas à bien. prendre contact si vous avez besoin. En tout cas, bah, merci. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Mais merci beaucoup, Marie, Merci. pour cette intervention et ton partage. Mhm. C'était très inspirant. Et puis, voilà, motivant aussi, hein, parce qu'on en a parlé Ouais. en amont, mais il ne faut pas lâcher. Au contraire, on aura Mhm. de plus en plus besoin de vous. Tout à fait. Donc, il faut vraiment pas lâcher. Et comme on l'a vu, hein, il y en a plein qui ont rebondi, qui ont réussi à s'adapter à la Tout à fait. situation et Tout à fait. En tout cas, bravo. merci à toi, Nolwenn, pour cette initiative. Et puis, merci à tous pour votre attention et votre partage. C'était Ouais, sympa, vraiment. merci. Merci Merci et beaucoup. merci Laurence pour cette mise en relation encore une fois. Merci, Laurence. Passez une très belle fin de journée et une belle fin de semaine et un bon Oui. week-end. Et Au bon courage revoir et prenez soin de et bon vous. courage. Ouais, carrément. Merci et merci Marie. Au revoir. Au revoir.